poursuivre avec un autre film et basculer sur la deuxième table ronde autour du dialogue social Porter le Faire, F-A-I-R-E. Suivez ce film tourné vraiment au cœur de l'entreprise Texier. L'histoire de Texier au moment des difficultés, c'est l'histoire du personnel, tout niveau confondu, qui a su se rassembler, s'écouter, échanger, pour décider du projet qui était le plus porteur de sens pour l'entreprise, de se rassembler autour, d'y adhérer et de le porter jusqu'à aujourd'hui. Pendant des décennies, les salariés de l'entreprise n'ont pas eu l'habitude de s'exprimer, n'ont pas eu l'habitude de participer à leur destin et à celui de l'entreprise. Et ce n'est que quand l'entreprise a connu des difficultés très importantes et s'est retrouvée en redressement judiciaire que les salariés se sont saisis, se sont appropriés leur destin. Les salariés se sont à ce moment-là mobilisés extrêmement fort, à la fois en contestant et en refusant le maintien du fonctionnement de l'entreprise tel qu'il avait existé, et à la fois en émettant un avis, en émettant une volonté forte de s'embarquer pour un projet qui leur semblait porteur de sens. À ce moment-là, c'est l'ensemble des partenaires de l'entreprise qui se sont mobilisés pour accompagner le projet porté par le repreneur. Évidemment les salariés, mais également les clients qui sont restés fidèles à la marque, les fournisseurs qui ont accepté d'accompagner une entreprise qui avait connu des difficultés, et surtout l'environnement économique, l'environnement politique de l'agglomération de Vitré et de la région de Bretagne en général, qui ont su accompagner Texier en lui permettant de rebondir. Alors Hervé, vous avez toujours des choses à nous dire. Je me suis installé à mon compte. Ouais. Je ne suis pas Pierre Bellemare ni Bonaldi. Je voulais juste en fait vous montrer les produits qui sont faits parce que vraiment c'est superbe. Alors je peux le faire parce que ma femme n'est pas là. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai dû lui acheter un sac. Donc là pour le coup, je prends aucun risque. Regardez un peu ce qui est fait. C'est vraiment exceptionnel. C'est une entreprise qui mérite vraiment d'être aidée, accompagnée. Et on a vraiment là une vraie pépite sur le territoire. Ça fait partie aussi de la compétitivité et de l'attractivité, il faut les accompagner. Et puis il y a une chose que j'ai découvert et je leur ai demandé de l'amener. Vous connaissez tous ces bracelets-là, c'est magnifique. Des cadeaux, messieurs, pour vos épouses, en fait, pour les fêtes. Eh bien, ils font la partie en cuir à l'intérieur. C'est eux qui le font. Donc quand vous achèterez ça, vous achèterez un peu de l'Ille-et-Vilaine. Je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'ils le méritent vraiment. Bravo à eux, et c'est une entreprise bien évidemment de notre territoire. Alors justement ce dialogue social rénové pour porter le fer avec 4 nouveaux débatteurs. Merci également tout de suite à Carole Couvert. Carole Couvert, vous êtes vice-présidente au CESE. Merci à vos côtés Florian Bachelier, premier questeur à l'Assemblée nationale. Merci également à Louis Baron, qui est le secrétaire général de la CFDT, et merci à Pascal Aprederis, qui est le directeur régional Direct Bretagne. Et bien évidemment, cette deuxième table ronde, nous la poursuivons avec Yann Le Jolivet et Hervé Lejeune. La première question, Florian Bachelier, ça va être pour vous, et on va faire un rapide tour de table sur le droit à l'erreur. Il existe ? Alors oui, il existe. Je profite d'avoir le micro en premier pour tout d'abord remercier le président Kermarek qui nous a accueillis parce qu'il notait que l'année dernière, il recevait le candidat Emmanuel Macron et que grâce à l'UE35 notamment, il est devenu au fond, et pour reprendre les mots de Leibniz, le meilleur des présidents de la République possible, si je comprends bien le thème. Évidemment, je ne suis absolument pas objectif. Et pour répondre à la question de Stéphane, oui, le droit à l'erreur existe. C'est aussi un renversement conceptuel qu'on essaye de mettre en place. C'était une promesse du candidat Emmanuel Macron et un engagement de campagne de celui qui est devenu le président de la République sur l'idée de renverser le rapport notamment à l'administration et en quelque sorte transformer l'administration en une fonction publique entrepreneuriale et qu'on passe de l'idée de, au fond, la présomption de faute à l'idée de l'erreur possible et de la capacité à l'administration d'accompagner les entrepreneurs et d'être en quelque sorte leur conseil.
Et dans le travail du législateur, que ce soit au niveau exécutif, au niveau ministériel, au niveau parlementaire, on a aussi imaginé le droit à l'erreur dans la méthode même de mise en place du sujet, c'est-à-dire que plutôt que d'arrêter une liste des erreurs possibles comme ça aurait pu être imaginé au départ, on a constitué un groupe de travail avec des parlementaires en lien avec le ministère pour accumuler les exemples d'erreurs tout au long des 5 ans de mandature et pour faire un point à la fin du quinquennat. Et là, je trouve que la méthode aussi est intéressante et illustre l'idée, le principe, vous le connaissez, de la possibilité d'inclure l'erreur dans l'erreur elle-même. Carole Couvert, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, vous, pour vous, le droit à l'erreur, ça représente quelque chose et vous allez vous-même quasiment jusqu'au droit à la confiance. Il faut juste rappeler qu'un titre également important de Carole Couvert, c'est qu'elle était présidente de la CFE-CGC. J'ai retenu, hein, c'est pas simplement CGC. Oui. Voilà. Exactement. Donc elle avait également ce titre il y a encore un an. Oui, parce que votre congrès national, d'ailleurs, se déroulait à Saint-Malo et on s'était rencontrés à cette époque pour faire une émission. Oui, ça remonte à du coup 4 ou 5 ans quand j'ai été élue, donc ça ramène à une autre période. Alors ce droit à l'erreur. Pour répondre à votre question, si on ramène dans la sphère du dialogue social, effectivement, pour moi, le droit à l'erreur, avant, il y a un préalable, c'est le droit à la confiance. Arriver à créer les conditions de la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire se respecter, ça veut dire avoir la bienveillance, la capacité de partager les éléments ensemble. On a parlé tout à l'heure de diagnostic. Posons les diagnostics, partageons tous les éléments, y compris parfois des données sensibles pour l'entreprise, sous sceau bien entendu de confidentialité. Mais pour moi, c'est le préalable pour ensuite arriver à construire des choses ensemble, y compris en période de difficulté. Si ça n'a pas été fait avant, on aura un problème. Donc il faut arriver à créer cette confiance pour ensuite, et ça a été un mot de Monsieur Droit, arriver à l'audace. À l'audace, ça veut dire innover dans vos entreprises, mais aussi innover socialement, et pour ensuite arriver à permettre ce droit à l'échec, parce que finalement, aucun d'entre nous n'a appris à marcher spontanément, on est tous tombés, on s'est tous relevés, et je crois que le droit à l'échec procède de la même nature. Quand on se trompe, on apprend, on devient meilleur, et on est plus intéressant pour vous, pour les entreprises. Oui, Baron, secrétaire général à la CFDT, toujours sur cette première thématique de tour de table. Alors, en ce qui concerne ce droit à l'erreur, là, c'est pas, en tout cas pour la CFDT, c'est pas quelque chose qu'on a revendiqué, mais quels que soient les dispositifs qui sont mis en place, ce qui est important, c'est de les évaluer. Et ça, voilà, c'est une nouvelle façon d'aborder les choses. Elle va se mettre en place. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que ça va produire. Il faut toujours faire attention à ne pas créer des effets d'aubaine, évidemment, parce que c'est quand même, il y a une vigilance importante à avoir. Après, on reviendra plus largement. Le dialogue social, heureusement, se résume pas du tout à cet aspect-là. Surtout, il faut évaluer. Voilà, on met en place un nouveau dispositif. Il faudra voir ce que ça produit et ce qu'on peut en tirer, parce que c'est toujours, voilà, toujours un peu de prudence sur les solutions qui paraissent comme ça formidables. Et puis voilà, on va résoudre beaucoup de choses comme ça. Ce qui est important, on regarde comment ça vit et on l'évalue sérieusement. Et d'ailleurs, sur le dialogue social, on y reviendra tout à l'heure. Il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises autour des ordonnances. Un des grands regrets de la CFDT, c'est qu'on n'ait pas déjà évalué les effets de ce qui avait été mis en place précédemment, non seulement la loi travail, mais les différents dispositifs qu'il y a eu depuis 2013. Donc il y a un moment, c'est important aussi, c'est pas de faire une inflation législative et changer les règles du jeu. Et je pense que là, puisque c'est principalement des chefs d'entreprise, moi je suis content et je vous remercie de votre invitation, c'est vrai pour tout le monde. Le dialogue social, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de connaître pour tout le monde, parce que le dialogue social, il se fait à deux, hein, et dans les territoires et dans les entreprises. Et bien, quand on connaît un petit peu les règles du jeu, et ce qui est important, du coup, je vais quand même revenir à ça, à l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a beaucoup de choses qui ne vaut pas dans les ordonnances, on l'a dit, mais en même temps, au bout du compte, tout est à peu près négociable dans l'entreprise. C'est-à-dire comment on va organiser les instances de dialogue social, comment on va négocier la base de données économiques et sociales. En fait, la balle, elle est dans notre camp, à tous, parce qu'il faut l'adapter à chaque entreprise. Et c'est là que va être je veux dire, on est en Bretagne. Voilà, on a peut-être un atout, c'est qu'on a quand même une qualité
et une culture de dialogue social qui n'est pas parfaite, hein, on pourra le dire, mais quand même avec un syndicalisme aussi, hein, que la CFDT représente entre autres, qui est sur cet axe-là et dire c'est dans l'entreprise qu'on doit trouver les solutions et pour les salariés et pour les entreprises. Alors justement, Pascal Aprédéris, directeur régional de Direct Bretagne, dites-nous vraiment un petit peu plus sur justement, parce qu'il y a des textes, hein, il y a une actualité qui sort vraiment voilà, aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un projet de loi. Hein, donc, oui. Évidemment, les services à direct seront concernés comme... Ça a acheté un froid quand même. On a entendu dans la salle, directeur du travail, ça a acheté un froid tout d'un coup. Il est très bien, vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Donc c'est un droit à l'erreur. Donc on réfléchit avec d'autres services évidemment. Alors je pense que nous on sera moins concernés que l'URSSAF par exemple, parce que l'URSSAF, il y a une procédure de déclaration, il y a effectivement des erreurs possibles. Si on prend la direct, le service de contrôle le plus connu, mais qui n'est pas le seul, hein, qui est l'inspection du travail, elle est dans un rapport triangulaire. Donc il y a un employeur, il y a un salarié et le contrôleur. Donc effectivement, le droit à l'erreur, il ne faut pas qu'il se manifeste par un préjudice subi par le salarié. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Cela dit, dans le projet de loi, il y a effectivement une mesure qui concernera la directe, qui est la création de l'avertissement, hein, qui sera un nouveau type d'outil juridique. On avait l'observation, on avait le procès-verbal, la mise en demeure. Donc là, il y a l'avertissement qui viendra en plus dans certains domaines. Je ne vais pas trop rentrer dans la technique. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que pour rétablir certaines choses, il faut savoir que sur 100 contrôles de l'inspection du travail en Bretagne, mais comme ailleurs, hein, il y en a moins de 5 qui se terminent par des suites de sanctions administratives ou judiciaires. Donc, dans 95% des cas, on est quand même sur des demandes de régularisation, d'observation, et c'est ça qui importe finalement. Ce qui importe, c'est de se mettre dans les rails de ce qui est prévu dans le Code du travail ou dans la convention collective. Deuxième chose, je crois que le chantier sur lequel il faut qu'on progresse vraiment collectivement, et on l'a fait déjà un petit peu, c'est de l'information. Plus on arrive à porter l'information au plus près des TPE qui ont été évoqués tout à l'heure, et le moins il y aura d'erreurs. Et je citerai à cet égard le portail RH-TPE qui a été monté par la directe, mais avec les 3 syndicats patronaux. Hein, donc il y avait un vrai travail de construction qui a été fait. Donc monentreprise.bzh, hein, je vous invite à y aller, et ça préfigure peut-être le code du travail numérique, qui fait partie aussi des ordonnances, hein, qui est prévu en 2020, et je crois que c'est aussi un chantier important, comment rendre accessible et simple l'information en matière sociale. Moi je voulais du concret, c'était dit, hein, du possible au réel. Moi je vois un contrôleur de vos services, donc du travail, ou un contrôleur de l'URSSAF qu'on aime particulièrement ici, et il me dit, voilà, vous étiez charmant, adorable, il y a juste 2-3 points de détail, je signe et ça vous coûte tant. L'entreprise, elle a le droit de dire pouce, droit à l'erreur ? Ça ne correspond pas à la réalité, ce que vous dites déjà. Hein. Dans 5% des cas, on y est. Les contrôleurs, si. Et je pense que si on arrive à ce stade-là, c'est que vraiment l'agent de contrôle estime qu'on n'obtiendra pas une régularisation. Parce que, encore une fois, c'est un jeu à 3. On n'est pas comme l'URSSAF, dont l'objectif, c'est de récupérer des cotisations. Nous, le but, c'est que les salariés soient remplis leurs droits. On applique correctement la convention collective, le niveau de salaire. Donc le droit à l'erreur, il ne peut pas se faire au détriment quand même des salariés. Donc c'est ça une difficulté. Mais après, je crois encore une fois, et on a eu récemment une réunion avec les parquets bretons, ils étaient très surpris du très faible nombre, même ils nous le reprochaient à la limite. Comment se fait-il qu'il y ait aussi peu de procédures pénales venant de l'inspection du travail ? Il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas une fin en soi du tout, hein, je crois que ce n'est pas ça du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à mieux respecter le Code du travail. Et puis on verra dans la deuxième partie que l'idée, c'est aussi de mieux adapter finalement ce Code du travail aux besoins des entreprises. Yann. Alors juste parce qu'on ne va pas traiter la question ce soir et je ne veux pas lancer le débat, je veux simplement dire qu'il y a quelques semaines, avec un certain nombre de personnes qui sont dans la salle, on a travaillé sur le projet de droit à l'erreur avec un parlementaire d'Ille-et-Vilaine. Donc comme on a le direct et un parlementaire sous la main, faire passer l'idée quand même qui remonte, c'est-à-dire voilà, le meilleur droit à l'erreur, c'est d'éviter que l'erreur se produise. Mieux vaut prévenir que guérir. Et dans ce cadre-là, souvent, sur des cas manifestes, et la jurisprudence nous en donne à chaque fois, que ce soit l'URSSAF, l'inspection du travail ou autre, et je veux incriminer personne, que ce soit bien clair, mais contrairement à ce qui se passe dans la comptabilité publique, l'ordonnateur et le comptable sont les mêmes. Celui qui constate, qui dresse le procès verbal et qui corrige, voilà, l'entreprise ne peut que dire oui, contester ultérieurement. Il faudrait, et c'est remonté,
Alors peut-être que c'est un espoir infondé, mais il faut avoir de l'espoir ce soir et faire preuve d'audace dans l'expression de l'espoir. Est-ce qu'il n'est pas possible que sur des cas qu'on considérait comme patents, divergents de la jurisprudence ou des textes, pour une fois, le patron hiérarchique, il puisse évoquer au sens administratif du terme, donc reprendre le dossier à son collaborateur, parce que bien souvent, que ce soit l'URSSAF ou l'inspection du travail, on dit, vous savez, bon, on est responsable hiérarchique, mais on n'a pas de pouvoir d'action. Il faudrait qu'on ait cette capacité de prévenir, un peu comme la conciliation au prud'homme. Voilà. Je ne sais pas si c'est envisageable, mais en tout cas, c'est fortement souhaitable. Le nouveau modèle social, en tout cas, Carole Couvert, vraiment pour vous, vous misez souvent sur un peu cette co-construction, une codécision, codétermination. C'est un peu comme ça qu'il doit s'opérer demain? Pour moi, c'est l'avenir. En même temps, c'est quelque chose que j'ai porté depuis une dizaine d'années. Encore une fois, ça marche pour moi sur la confiance, le respect. Ça amène à la maturité l'ensemble des acteurs. Pourquoi? Ça veut dire quand il y a une difficulté, on partage et on construit ensemble. À partir du moment où on construit ensemble et on prend une partie de la décision ensemble, il ne s'agit pas de se substituer au rôle du chef d'entreprise, ce n'est pas le sujet. Mais ça veut dire derrière, nous, en tant que partenaires sociaux, on a la capacité d'aller porter le message sur le terrain. Et ça m'amène à venir à une valeur qu'il va falloir trouver dans chaque acteur du dialogue social demain, c'est le courage. Le courage d'aller dire ce qui se passe, simplement, factuellement, sans rien cacher, de dire dans certains cas, oui, il va falloir faire des efforts, mais dire combien de temps vont durer les efforts, et une fois que la situation revient à bonne fortune, comment on partage la valeur ajoutée. Et je pense que si on arrive à traiter ça, on va arriver à changer le dialogue social, et on va arriver à avoir des acteurs motivés, impliqués, dynamiques, connus et reconnus. Le dialogue social comme véritable levier un peu de la performance? Mais pour moi, c'est un levier de performance si on arrive encore une fois à créer ces conditions de la confiance et à reconnaître les acteurs. Parce que s'engager dans le syndicalisme, c'est un acte citoyen. On le fait parce qu'on a des valeurs, on a envie que les choses bougent. C'est exactement comme la politique. Mais à un moment donné, si vous voulez des acteurs motivés, compétents, il va falloir les reconnaître justement. Sur ce domaine, Florian Bachelier. Là aussi, c'est peut-être pour défocaliser le sujet. On a voulu faire l'inverse de ce que nous disait tout à l'heure Roger Paul Droit. Il parlait des mondes possibles au monde réel. Nous, on a voulu partir des mondes réels pour tendre vers les mondes possibles. Je dis ça pourquoi? Parce que tout l'esprit des ordonnances travail, si on veut les appeler comme ça, et du pilier 1, qui est celui, encore une fois, du dialogue social. Ça fait partie des 2 mesures phares qu'on a passées sur la session extraordinaire qui avait été annoncée en amont. Le fond, la méthode, la façon dont on allait travailler avec les partenaires sociaux, l'ensemble des auditions qui ont été réalisées, avec le soutien de la CFDT notamment. On a réalisé cette démarche tout simplement pour, en gros, tenir une des 2 promesses fondamentales qui est la nôtre, qui est celle de notre mandature. C'est lutter contre le chômage de masse, parce que c'est ça le fléau, au fond, l'ornière dont on veut sortir depuis 30 ans, c'est celui-là. Et donc ça passe par aussi un facteur de compétitivité qui est le dialogue social rénové. Et puis la place de l'école et la place de la formation. J'étais très heureux tout à l'heure d'entendre la table ronde précédente intervenir sur le sujet. C'est fondamental. Et puis l'autre promesse, c'est retisser le lien de confiance entre les personnels politiques et les citoyens. Et on est parti des mondes réels, c'est-à-dire de l'idée qu'il fallait qu'on arrête d'opposer par posture, au fond, les employeurs des salariés, qu'il fallait qu'on arrête de raisonner sur l'idée qu'il y avait une forme d'organisation de l'entreprise, une forme d'organisation sociale, un seul territoire possible, une seule et même forme d'aspiration des salariés, un seul et même secteur d'activité. Non, il y a des réalités qui sont bien différentes et on a un intérêt, tous, collectivement, l'intérêt des employeurs est le même que l'intérêt des salariés et c'est le même que l'intérêt de la France. C'est celui, justement, l'idée, c'est de revenir au plus près des réalités des acteurs et c'est en cela que ces ordonnances mettent en place des outils pour justement rénover le dialogue social. Mais ce n'est pas fini. L'étape la plus importante, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs sociaux, les entrepreneurs, les syndicats, les salariés s'en emparent et se servent de ça justement pour aller au fond de la transformation profonde de l'économie et non pas s'arrêter, comme c'était le cas parfois, à des simples postures systématiques. Vous parlez de réalité, Florian Bachelier. Louis Baron, justement, ce dialogue social, il doit être effectué au plus près justement de la réalité? Ça, c'est quelque chose pour aller très vite. La CFDT, depuis
50 ans. C'est un peu en filigrane de vos actions. Les 50 ans de 1968 l'an prochain. En 68, la CFDT a revendiqué la création de la section syndicale d'entreprise. C'est ce fil rouge là qu'on tire depuis. C'est pour pouvoir traiter au plus près avec les salariés dans l'entreprise les questions qui les concernent. Au plus près. Et l'enquête qu'on a réalisée l'an dernier sur le travail, la plus grande enquête faite en France, 200 000 salariés consultés, 73% des salariés disent qu'ils souhaitent être plus associés aux décisions qui les concernent. Donc, banco. Mais pour ramener des sujets compliqués dans l'entreprise, parce que plus on ramène de sujets de négociation dans l'entreprise, eh bien, il faut collectivement, vous les chefs d'entreprise, avec les représentants des salariés, eh bien, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de construire ce dialogue social parce que les questions sont de plus en plus compliquées. Le président Meignery l'a dit tout à l'heure, la question de la formation. Et on n'est pas dans un monde, il bouge tout le temps. Et on a devant nous des défis très importants sur les défis numériques qui vont transformer le travail. Et la transformation du travail, c'est de la formation, mais c'est aussi du fonctionnement de l'entreprise qui doit se traiter au plus près. Donc banco, mais dialogue social, ça se construit, ça se nourrit, et ça demande aussi des représentants des salariés qui aient les moyens de mener un dialogue social équilibré, loyal, pour trouver les bonnes solutions pour tout le monde. Yann Le Jolivet, et l'UE35 dans tout ça. Oui, là-dessus, alors, moi je me réjouis, on est en train de mener une expérimentation là, dans les territoires avec la CFDT, donc l'UE35 et la CFDT, sans collusion aucune. En fait, on est en train de réaliser un document qui va s'appeler « Regard croisé sur le dialogue social », qui est en fait une interrogation dans les territoires, à la fois des instances représentatives du personnel, des représentants du personnel et des chefs d'entreprise. Qu'attendez-vous aujourd'hui du dialogue social, de manière à ce qu'on avance de manière concrète, en identifiant bien les champs sur lesquels il y a des attentes, et notamment les champs sur lesquels on pourra progresser ensemble. Donc voilà une manière concrète également d'avancer dans ce sens-là sur nos territoires. Pascal Aprédéris, justement sur cette dynamique et puis cette volonté peut-être d'aller encore beaucoup plus loin avec cette connaissance que l'on peut avoir du fait de tous ces observatoires départementaux. Voilà, alors c'est vrai que les ordonnances ouvrent des espaces de liberté importants, comme ça a été dit. C'est vrai que ça rebat les cartes entre le champ de l'accord de branche, de l'accord d'entreprise, donc ça ouvre des espaces. Ça permet de s'adapter mieux aux réalités de chacune des entreprises. Par ailleurs, la fusion des instances qui a été évoquée aussi, on aura une seule instance, le comité social et économique, qui va remplacer donc les DP, le CE, le CHSCT ou délégation unique. Donc ça permettra d'avoir en face peut-être des personnes mieux, pourquoi pas, qui devront être mieux formées aussi pour être des interlocuteurs pertinents et responsables. Alors ce que je dirais, donc les services de l'État évidemment vont accompagner parce que tout n'est pas, il faut passer au réel, comme ça a été dit aujourd'hui. La négociation, il y a beaucoup d'accords enregistrés dans le travail, dans les directs. Mais parfois, c'est plutôt du patinage imposé que des figures libres. Donc l'idée, c'est de passer aux figures libres. Et c'est vrai que pour aider à ça, ces observatoires qui vont être mis en place donc à partir de janvier dans tous les départements et dans le 35, donc sous la houlette de Philippe Alexandre qui est ici présent, et dans le 35, il y a une habitude déjà de négociation départementale assez forte sur différents sujets, dont les fermetures hebdomadaires, mais pas seulement. Et je crois que c'est un atout important pour aller plus loin. Mais en tout cas, donc nous, on accompagnera vraiment avec beaucoup d'énergie toutes ces volontés de faire. Et il faut que ça perfuse sur le terrain. Et je crois que sinon, ça restera lettre morte. Et en tout cas, dont les services de la Directe sont très présents pour accompagner ce mouvement et faire en sorte que la négociation devienne réalité, y compris dans les TPE. Et puis j'avais quand même envie de dire un petit mot, parce que le dialogue social, ça produit aussi des résultats. Ici, on est à Rennes. Le dialogue social, il contribue aussi à l'inversion de la courbe chez PSA. C'est la première fois que, évidemment, le site, il y a encore beaucoup de sujets qui se posent pour l'avenir. Mais ce n'est pas simplement par les investissements et la mobilisation de tout le monde, c'est aussi la mobilisation interne de l'entreprise et le dialogue social qui a permis de mettre en place des accords adaptés pour pouvoir obtenir le nouveau véhicule là, et qui contribue aussi à donner du temps de réflexion pour pouvoir construire l'avenir et pérenniser le site. Le dialogue social, il y a pris sa part. Donc ça fait partie de la compétitivité. C'est un bel exemple que vous avez sur le territoire, il faut s'en inspirer. Un petit mot de fin également sur cette thématique, Florian Bachelier et Carole Couvert ensuite pour refermer.
Je pense juste que la table ronde illustre en peu de temps, au fond, que les intérêts sont totalement partagés. Moi, je vous rejoins sur l'idée qu'il va falloir évaluer derrière, et on va avoir besoin de l'appui de l'appui des acteurs locaux, tout simplement, et ce sera la meilleure façon d'avancer ensemble. Encore une fois, il faut avoir à l'esprit l'ambition qui est la nôtre et qui est partagée sur ce territoire, mais sur le territoire français de façon plus générale. Le combat qu'on mène et qu'on doit mener en priorité, c'est la lutte contre le chômage de masse, et encore une fois, le dialogue social sera un des facteurs permettant, une des armes fondamentales qui permettra de sortir de cette ornière. Carole Couvert. Oui, je voulais juste partager avec vous une réflexion en tant qu'ancienne présidente de confédération syndicale. La première, elle est pour vous. Je pense que par rapport aux ordonnances, il va y avoir une forme de gestion prévisionnelle des emplois et compétences syndicales à mettre en place et que l'on n'a pas anticipé. Et je pense que ça va amener un certain nombre de difficultés au sein de l'ensemble des organisations. Et donc, ma deuxième alerte est pour vous, chefs d'entreprise. Soyez vigilants, parce que ça veut dire que vous allez avoir des personnes qui vont revenir, que vous allez devoir former, que vous allez devoir adapter, que vous allez devoir reconnaître. Et donc, mon troisième message, il est pour vous, chefs d'entreprise de TPE ou de PME, c'est surtout, n'ayez pas peur du dialogue social. Bien pratiqué, c'est un véritable levier de performance. Donc, pour passer du projet au concret, la balle est dans votre camp, et à partir du moment où le dialogue est loyal, vous aurez en face de vous des interlocuteurs qui seront prêts à répondre et à relever le défi. Merci beaucoup, vraiment. Voilà. On vous avait promis un chiffre, on va vous en donner Il arrive. deux. Voilà. 2 chiffres. Simplement, juste écoutez, je me demande si le dialogue social, c'est encore bien adapté à ce qu'on vient de vivre. C'est plutôt un dialogue sociétal aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression, toutes les parties prenantes. Bon. Alors, 2 chiffres. Les mandats, j'avoue que c'est un sujet qui occupe beaucoup l'UE35. Et je dois avouer que quand j'ai essayé de résumer ce qui se passait, vous voyez, 350 mandataires, 800 mandats. C'est absolument impressionnant. Géré au seul niveau de l'UE35. J'avoue mon ignorance, j'attire votre vigilance et je souhaite qu'on souligne l'importance du domaine. Mon ignorance, j'ignorais totalement qu'on avait autant de mandats gérés au niveau d'un département, et je pense que beaucoup dans cette salle l'ignorent aussi. C'est un volet très important. C'est important, donc l'importance, si je vous cite des mandats comme les prud'hommes, bon, on comprend encore, l'URSSAF, voilà, la CAF, la CPAM, on est présent dans le cadre du paritarisme dans un certain nombre d'organismes. Parfois, on a l'impression de ne pas y faire grand-chose, mais on empêche souvent plus de choses qu'on en fait. Il n'empêche que la présence est très importante pour valider ce dialogue-là. Et donc, le troisième terme, c'est la vigilance. Vigilance dans le cadre des mandats qui sont exercés, c'est-à-dire qu'on arrive à, sans doute très en amont, à identifier dans le cadre des mandats un certain nombre de signaux faibles. Voilà, de choses qui arrivent du terrain. Voilà. Et surtout, on arrive à faire redescendre de l'information au niveau des branches et des entreprises à travers ces mandats sur des projets de texte qui sont en préparation ou sur des évolutions qui sont en cours. Donc, bravo à celles et à ceux qui s'engagent, notamment à ceux qui gèrent les mandats, parce qu'on vient de sortir d'un trimestre très chargé sur les désignations. Bravo à ceux et celles qui s'engagent. Engagez-vous, engagez-les, engagez vos collaborateurs. Et on a parlé tout à l'heure de la formation sur la table ronde, on parlait de Vitré. On recherche encore des mandataires en ce qui concerne l'enseignement supérieur, donc je passe le message, s'il y a des candidats dans les entreprises, on est preneur de candidats. J'aimerais qu'on applaudisse très fort d'abord tous les mandataires qui s'engagent, mais surtout aussi ceux qui vont partir, qui vont durer en fait pendant 9 ans. Tous les conseillers prud'homaux, en fait, ceux qui sortent en ce moment, sont restés en fait 9 ans. On leur avait promis que ça durerait 3 ans, 4 ans. On leur a dit engagez-vous, vous verrez du pays. Ils sont restés 9 ans. J'aimerais qu'on les applaudisse, ils l'ont fait pour vous. Bravo à vous. Merci en tout cas.